Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce lundi matin est Stéphane Desailliers-Dupin. Il est conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor et vous êtes aussi attaché parlementaire européen auprès d'Isabelle Le Callennec. Bonjour Stéphane Desailliers. Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs par ce matin ensoleillé. Voilà, et par ce matin ensoleillé, on va parler de politique. J'avais envie de vous entendre sur la situation relationnelle entre les États-Unis et la France, mais également on va parler de politique intérieure avec les déclarations de François Bayrou. J'avais envie de commencer par ces bruits de bottes que l'on entend, en tout cas cette évocation de bruits de bottes que l'on entend depuis quelque temps en Europe, relayée par le président de la République qui s'est fait grave lors de son intervention télévisée il y a quelques jours. J'allais presque dire, est-ce que Emmanuel Macron se joue à nous faire peur ou est-ce qu'il y a réellement bien inquiétude à avoir? Alors, Emmanuel Macron, il revêt l'un de ses costumes préférés, qui est celui du chef de guerre. Donc, il y a 5 ans, jour pour jour, c'était le chef de guerre anti-Covid. Au moment de l'élection présidentielle, c'était le chef de guerre parce qu'il y avait l'Ukraine et qu'il fallait se faire réélire. Et aujourd'hui, il remet son treillis en paillettes pour nous expliquer que c'est la guerre. Les auditeurs vont me trouver un peu cynique peut-être, mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a une instabilité mondiale. Ça, c'est une réalité. La réalité, c'est que au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, je pense que vous avez en mémoire la démission fracassante du chef d'état-major des armées, qui était Pierre de Villiers, et qui part parce que il a tenu un propos sur la nécessité de réarmer. À l'époque, le président de la République n'avait pas souhaité donner suite et considérait que c'était lui le patron, ce qui est vrai, et que sa décision était de ne pas augmenter le budget de la défense. Voilà. Donc, bon, le président de la République, il est dans son rôle de président de la République. Quelle est la réalité derrière? La réalité, c'est qu'effectivement, il y a un vrai tournant, un vrai changement, qui est sans doute plus lié à la situation des États-Unis que à la poursuite du conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine, il est là depuis malheureusement 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans. 3 ans. Mais 2014, si on reprend la question de la Crimée, non, la réalité, c'est le nouveau positionnement des États-Unis et de Donald Trump singulièrement, qui dit en substance à l'Europe, écoutez, si nous avons été le parapluie de défense de l'Europe depuis la dernière guerre, désormais les choses vont changer un petit peu et il est temps que vous preniez en main pour couvrir votre propre défense. C'est un vrai changement de paradigme, hein, comme on dit, pour pas mal de pays européens. Donc voilà le cœur de la situation, oui. Avec un Donald Trump qui d'une façon un peu cynique a dit si vous voulez qu'on vous protège, vous payez. Hein, c'est un petit peu le côté businessman du bonhomme, si vous me permettez le terme un peu trivial. Aujourd'hui, c'est un éveil de l'Europe à l'Europe de la défense justement. C'est profitable pour l'Europe ce qui se passe quelque part. On peut... L'Europe de la défense, on met tout et n'importe quoi dedans. Voilà, est-ce qu'il y a une armée européenne? Est-ce que plusieurs pays doivent... Et on a des situations très singulières, très différentes les unes des autres. La France, elle a une armée opérationnelle depuis la reconstitution de l'armée après-guerre. Voilà, elle est capable de faire des opérations projetées, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, parce que quand on parle de défense européenne, on ne peut pas ne pas parler de la Grande-Bretagne. Les deux grandes armées en Europe sont la France et la Grande-Bretagne. Et les deux armées qui possèdent l'arme nucléaire. Et qui possèdent l'arme nucléaire, j'y reviendrai. Donc on voit bien qu'on dépasse le champ de l'Union européenne proprement dite. Pour le moment, c'est une question de réflexion entre les États. Mais il va de soi que l'ensemble des États qui étaient américano-dépendants pendant des décennies et des décennies vont devoir se poser la question de leur matériel militaire et il va falloir se poser la question d'un pôle européen au sein de l'OTAN dont le chef d'état-major est un Américain. Considérant notamment
que la construction de l'OTAN, c'est une construction d'un état-major commun dans lequel chaque nation apporte un quota de troupes. Vous voyez qu'on est loin de l'armée européenne intégrée. Est-ce qu'elle est souhaitable? Moi, en l'état, je n'en suis pas convaincu, parce qu'un pays comme la France a des intérêts en Europe et a des intérêts dans le monde, parce que nous sommes une puissance mondiale, parce que nous avons des territoires d'outre-mer, parce que nous avons une vocation au-delà de l'Europe. On a un pied en Europe et un pied ailleurs dans le monde. Alors justement, les intérêts des différents pays européens ne sont pas les mêmes forcément. On le voit aussi en matière d'armement. On voit par exemple la Pologne ou l'Allemagne qui achètent des équipements américains. On pense aux avions de chasse en l'occurrence, les F-35. Est-ce que si demain on veut constituer un pôle de défense européen avec les différentes nations, il va falloir se mettre au diapason? Est-ce qu'on va finir par acheter tenez, des Rafales comme ça au hasard? Oui, moi je pense qu'il est nécessaire que les pays d'Europe puissent acheter un matériel fabriqué en Europe et conçu en Europe. C'est ce qui fait c'est ce qui fera la puissance des pays européens, parce qu'on sait très bien que l'industrie de défense est aussi un lieu d'innovation, un lieu de développement. Ça peut paraître cynique, mais c'est la réalité. Donc oui, il est évident que là, les pays, et c'est l'objet du combat de la France, les pays, notamment d'Europe centrale, doivent, à un moment ou un autre, s'interroger sur la nécessité d'acheter européen plutôt que d'acheter américain. Ça vaut pour l'Allemagne, ça vaut pour l'Italie également, quoique l'Italie est quand même une industrie de défense qui lui est propre. Alors ça pose aussi la question de l'arme nucléaire, vous faisiez allusion à demi-mot tout à l'heure, mais justement l'arme nucléaire aujourd'hui, deux pays la possèdent, la France évidemment et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne très dépendante des États-Unis en matière de feu nucléaire, la France beaucoup plus indépendante, ça a été voulu en son temps par le général de Gaulle. On a entendu le président de la République d'une façon un petit peu, voilà, alors pas très claire, il faut bien le dire voilà, il faut protéger les pays européens, il faut que l'arme nucléaire soit une forme de parapluie pour protéger les autres pays européens en cas d'attaque. Mais qui commande, qui décide de cette arme nucléaire? Reste-t-elle française? Alors, celui qui commande depuis que nous avons l'arme nucléaire, c'est le président de la République, c'est lui qui a les codes. Donc là, c'est très clair en l'état. L'arme nucléaire, son emploi est lié à ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Alors c'est un mot savant, mais qui revient à la chose suivante. On ne dit pas très exactement notre doctrine en termes d'emploi, de façon à ce que le flou demeure, et que la valeur de la dissuasion, c'est-à-dire ce flou qui fait qu'ils ont l'arme, mais quand est-ce qu'ils l'utilisent, on ne sait pas, soit l'un des éléments du rapport de force. C'est le pilier de la dissuasion, finalement. Oui, mais l'ambiguïté stratégique est là son importance. J'y reviens, donc lorsque le président de la République a un flou relatif, on peut s'entendre là-dessus. Néanmoins, rien de neuf sous le soleil dans ce qu'il raconte. Concrètement, il nous dit quoi? Il nous dit que nous pourrions élargir le champ d'application, le champ d'engagement de l'arme nucléaire à certains pays européens s'ils étaient menacés par un ennemi à préciser. Le président Jacques Chirac avait déjà évoqué la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire si un certain nombre de nos alliés étaient comment dirais-je, mis en cause ou était envahi ou était... Donc, je veux dire, là-dessus, rien de très nouveau. Le président de la République, Emmanuel Macron, a également dit que le fait d'appuyer sur le bouton demeurait la prérogative du président de la République et de lui seul. Ça, il l'a dit dans son intervention télévisée. Là aussi, rien de nouveau. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il faut pas... survaloriser l'intervention du président de la République là-dessus. Pour le moment, en l'état, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est certain, c'est que pour la France, selon moi, il y a deux lignes rouges à ne pas dépasser. On ne partage pas le bouton et on ne partage pas notre siège au Conseil permanent des Nations Unies. Qui était un petit peu convoité par l'Allemagne. Alors, il n'était pas convoité par l'Allemagne, mais l'Allemagne disait on pourrait peut-être le mutualiser à l'échelle de l'Europe, etc. Non. Ça n'empêche pas du tout de mettre ce siège au service des intérêts de l'Union européenne et de l'Europe, lorsque ceux-ci ne sont pas contradictoires avec ceux de la France. C'est très gaulien.
c'est très classique finalement comme doctrine. Mais dans tous les cas, on ne le partage pas. Il y a un petit bémol sur le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé par le président de la République il y a maintenant, c'était à la fin du mandat précédent, qui évoque un cheminement vers la mutualisation du siège de la France au Conseil permanent des Nations Unies. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la France, dans l'état où elle est, a quand même une collection d'éléments de faiblesse qui sont tout autant son budget, et notamment sa dette, et notamment son déficit récurrent, qui sont tout autant sa faiblesse industrielle, parce qu'on est quand même très très loin, et singulièrement sur un certain nombre de technologies dites technologies de rupture, IA, changement de mode énergétique, etc. On a une collection de faiblesses, on a une faiblesse politique à l'heure qu'il est, du fait de cette majorité relative qui est incapable, à l'heure qu'il est, d'avoir une constance politique, et on en parlera peut-être sur les retraites. Donc le seul élément de force, dans le rapport de force, qui nous lie aux autres pays de l'Union, et puis aux nations dans le monde, c'est l'arme nucléaire. On va parler des autres sujets, mais sur l'arme nucléaire, on entend des voix qui disent voilà, on a des problèmes budgétaires aujourd'hui, si on doit protéger les autres nations européennes, qui paye combien? Voilà, on entend déjà ce discours. Ouais, mais alors si les autres payent, ils ont un qui paye commande. Hein. Donc, je veux dire, il y a un moment où il y a une priorité qui est notre souveraineté et notre indépendance. Et l'indépendance, ça passe par le fait qu'on puisse appuyer sur le bouton, et pour appuyer sur le bouton, il faut qu'on soit objectivement ceux qui payent. Bon. Mais de toute façon, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on va être amené à monter les uns et les autres notre part du budget consacré à la défense à environ 5%. On parle de 100 milliards d'euros. Hein. Alors qu'on est à 50 ou 60, ok? C'est-à-dire que là où un grand nombre de pays d'Europe avaient délégué la fonction défense aux États-Unis, il va falloir qu'ils le payent. Bon. Il est évident que, singulièrement en France où on est saturé d'impôts, ça ne pourra se faire qu'à budget constant, et encore, je vous rappelle qu'il faut revenir sur le déficit et rembourser la dette. Donc, dans cette affaire, il y a un certain nombre de dépenses qu'on ne sera plus en mesure de faire. Il faut en avoir la conscience. Alors justement, ça va nous amener au dossier français. On reviendra sur les relations entre la France et les États-Unis tout à l'heure, parce qu'on va parler d'économie évidemment, mais il y a eu cette intervention de François Bayrou hier chez nos confrères de France Inter, et cette phrase qui défraie, j'allais dire, la chronique ce matin, c'est on ne bougera pas, on ne reviendra pas sur l'âge de la retraite, on ne reviendra pas par exemple à la retraite à 62 ans. Est-ce que c'est raisonnable, c'est du bon sens, ou est-ce que c'est un peu d'huile sur le feu? Alors il s'est engagé dans son conclave, je cite, bon, très bien, qui était une façon de faire du commerce avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale pour obtenir une non-censure. Voilà, pour pouvoir faire tenir le gouvernement. Pour faire tenir le gouvernement. Il ne m'appartient pas de juger, mais c'est ça la réalité du montage initial. Moi, sur les retraites, j'ai vraiment la conviction qu'il faut cesser avec la question du mantra de l'âge de départ à la retraite, et à la limite, qu'importe. En revanche, le vrai sujet, c'est le nombre de trimestres de cotisation. Donc, pour moi, c'est là le vrai sujet de négociation, et non pas le mantra du départ à 62 ans, ou à 65 ans, ou à... Voilà. Donc, c'est un piège, pour moi, dans la négociation, de façon très claire. Et une nouvelle fois, le budget de l'État, au sens le plus large du terme, comprenant le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, dans le contexte où il va falloir investir dans nos questions de défense, il va falloir se donner des priorités. Hein. Donc soit on veut être libre et indépendant, auquel cas chacun fera des efforts, soit on décide de continuer comme avant, dans un monde qui réarme. Alors, je voudrais qu'on revienne ensuite sur les questions de paix, parce que c'est important. Dans un monde qui réarme, au risque
de perdre son indépendance, et perdre son indépendance demain, c'est se voir imposer un certain nombre de décisions, y compris sur la retraite d'ailleurs, par des pays, enfin par des pays qui sont autres que la France, que la nation. La garantie de la souveraineté, finalement, souveraineté de la France. Alors, on a entendu beaucoup parler de souveraineté européenne, mais voilà, il y a la souveraineté de la France, et si demain, eh bien, on ne commande plus chez nous, effectivement, on n'aura pas forcément la main, que ce soit sur notre budget, notre économie, nos retraites. L'Europe, c'est un espace de coopération. Moi, je doute que la notion de souveraineté européenne ait du sens. Mais en revanche, lorsque l'on conjugue les intérêts des pays européens, là, on peut obtenir, au Parlement européen, on appelle ça des position papers en bon français. C'est-à-dire des positions sur lesquelles on est à peu près d'accord ensemble. Donc voilà, pour moi, il y a une souveraineté nationale, c'est très clair, j'ai un doute sur la souveraineté européenne. Et puis, deuxièmement, je reviens, pardonnez-moi, sur la question de la paix. Les intérêts des pays en Europe peuvent être différents au regard de la paix. La France a un intérêt à se mettre au service de la paix, un intérêt économique, un intérêt en termes de développement, un intérêt... Bon, aujourd'hui, on est parfois dans un discours belliciste très lié à l'émotion, et peu lié aux réalités. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire qu'on sent bien que, comme dans d'autres périodes de l'histoire, la surenchère des uns et des autres sur l'émotion du moment peut nous amener à faire des bêtises. Donc, il faut garder la tête froide là-dessus, et puis il faut regarder les forces en présence. On a remarqué d'ailleurs que Vladimir Poutine avait cité Napoléon lors d'une de ses interventions suite aux propos du président de la République, en se moquant un petit peu, en disant voilà, certains s'y sont essayés, Napoléon parmi les autres, ils sont pas arrivés, ils ont pas envahi la Russie. Alors, la situation est un peu différente de celle de Napoléon. Je vous l'accorde. Vous l'admettrez, mais concrètement, dans le conflit ukrainien, est-ce que l'Ukraine a les moyens de faire tomber, capituler l'armée russe? En l'état, non. Est-ce que l'Union européenne elle-même, si elle rentrait dans le conflit, qu'à l'école, a les moyens de faire tomber l'armée russe? À elle seule, non. Des militaires, en tout cas, on entend la voix des militaires qui disent que non, finalement, sans l'appui des États-Unis, on ne peut rien faire. Non. Donc, dans ces cas-là, on établit le rapport de force, et une fois que le rapport de force est établi, avec les Russes qui sont... Enfin, je veux dire, ils héritent des Soviétiques là-dessus, ils sont très très forts. Et bien, une fois que le rapport de force est établi, on cherche un compromis, c'est inévitable. Et la recherche de la paix idéale n'existe jamais. Là, ce qu'il faut, c'est arrêter les morts. On a des générations de gamins de 20 ans qui, en Ukraine comme en Russie, vont se faire massacrer sur un front de type guerre de 14-18, du feu et des tranchées, avec des drones en plus. Donc là, il faut arrêter, parce que d'abord, ça peut partir dans tous les sens très très vite, et deuxièmement, on est en train de sacrifier des générations de gamins dans des pays qui sont déjà dans un hiver démographique. Ça n'a strictement aucun sens. L'idée de Donald Trump, finalement, on peut lui prêter tous les défauts du monde, mais Donald Trump l'a dit, il faut arrêter d'avoir ces gamins, il a pris un peu de choses près votre terminologie, ces gamins qui sont en train de mourir sur le front, cette génération sacrifiée, il faut arrêter ça tout de suite, et il faut parler à Vladimir Poutine, il doit d'ailleurs l'appeler normalement demain, je crois, si on en croit les dernières dépêches. C'est une bonne idée, la paix vue par Poutine et par Trump, voilà. La paix vue par Trump, c'était un lapsus assez révélateur. Un petit lapsus révélateur. Moi, je n'ai pas à juger de la position de Donald Trump. Ce que je sais, c'est que nous n'avons pas la capacité à faire capituler la Russie. D'ailleurs, est-ce que ce serait notre intérêt? Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. L'espace russe, le peuple russe est une constante de l'histoire quand même, donc ça ne s'écrase pas comme ça non plus. La guerre, quand
quand elle s'enlise, d'accord, déjà la guerre n'est pas souhaitable, mais la guerre, quand elle s'enlise, elle n'a plus aucun sens. Il n'y a pas de porte de sortie. Donc il faut trouver le moyen de s'en extraire. Et pour trouver le moyen de s'en extraire, par définition, tout le temps, il faut parler. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, Stéphane Hamon. La réalité, c'est que même en temps de guerre, il y a toujours des contacts. C'est le cas entre la Russie et les États-Unis, y compris même la France, même si les contacts sont un petit peu plus distendus ces derniers temps. On a entendu Donald Trump parler de Poutine en disant voilà, il va falloir négocier, il va falloir faire du business aussi. C'est aussi le oui, terme alors c'est là qu'il y a la employé. limite de l'action des États-Unis, parce que donc lui considère qu'ils ont mis des sous dans cette guerre, certes, nous aussi, et qu'il faut I want my money back. Et pour reprendre une première ministre britannique, et donc il faut qu'ils aient un contrat privilégié sur les minerais. Bon, là on est dans le Trump assez classique, quoi. L'objectif premier, c'est que on en arrive à un cessez-le-feu durable, qu'on prenne les précautions d'usage pour que ce ne soit pas quelque chose de trop temporaire, et donc que la capacité armée de la Russie soit maîtrisée. On prend les précautions d'usage pour que les pays limitrophes au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN soient garantis dans leur protection. Et on ne provoque pas outrancièrement les Russes dans ce qu'ils considéraient comme leur ligne rouge et leur espace de protection à eux. Avec la question, là aussi, toujours et encore des finances et des moyens, ça nous ramène à la France. Aujourd'hui, des sondages sortent autour du service militaire. Alors tenez, voilà quelque chose qui ressort des tiroirs. Quelques-uns l'ont connu, le service militaire, pas les dernières générations. Et pourtant, les Français disent, voilà, ce serait bien qu'il y ait un retour au service militaire. Mais la question a été évacuée par le président de la République qui veut renforcer le service national universel. Voilà, donc... Attendez, l'armée c'est fait pour faire la guerre. Pas le service national universel. La pluie mouille. L'armée c'est fait pour faire la guerre. D'accord ? C'est pas fait pour remplacer les déficits d'éducation du système. D'accord ? C'est pas parce que on a le sentiment qu'un certain nombre de valeurs sont en train de ticher le camp qu'il faut se dire l'armée faisait ça bien, etc. Bon. Nous, on a besoin d'une armée opérationnelle. Qui plus est, on a besoin d'une armée qui est en train de changer de doctrine, puisqu'on était jusqu'ici sur une armée qu'on était capable de projeter sur les opérations extérieures et de ramener. Et aujourd'hui, on s'oriente vers une armée susceptible de pouvoir répondre à ce qu'on appelle des conflits de haute intensité. Et le conflit ukrainien en cela est un vrai changement. On retrouve des tranchées, on retrouve du feu, on ajoute de la technologie et du drone. Donc c'est plus du tout la projection de troupes françaises au Tchad ou au Mali, vous voyez. Avec une guerre asymétrique aussi. Donc, oui, avec la partie guerre asymétrique, considérant qu'un drone, ça coûte quand même moins cher que l'arme nucléaire. Je caricature, pardonnez-moi, mais c'est aussi un élément. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'Azerbaïdjan. Ils ont des sous, certes, mais en 10 ans, entre la guerre perdue contre l'Arménie et la guerre gagnée contre l'Arménie, ils ont changé considérablement avec des moyens qui sont des moyens assez conventionnels, mais un certain nombre de nouvelles technologies, je passe. Donc, une armée qui est en train de changer de doctrine, une armée qui est faite pour faire la guerre. Le service national, les gens en ont la nostalgie parce que c'est la nostalgie d'une période qu'on a sans doute magnifiée, qu'on a... Bon. L'autre élément, enfin, c'est que lorsqu'on est sur une guerre de conscription, c'est-à-dire une guerre où on va mobiliser massivement, ça peut arriver, le service national n'a été que suspendu par Jacques Chirac. Mais on jette les peuples contre les peuples. Et donc la nature du conflit se nourrit de haine automatiquement. La guerre des professionnels, je ne vais pas vous dire qu'elle est plus propre, la guerre c'est la guerre, d'accord ? Mais néanmoins l'économie des hommes est un peu différente. Donc, ma conviction c'est que le service national coûte cher, ce n'est pas forcément la vocation de l'armée de pallier au problème d'éducation globalement, au problème de société. Là on a de nouveaux champs
de guerre, entre guillemets, qui s'ouvre. Il faut que l'armée s'y adapte. On a de vraies difficultés aujourd'hui de recrutement dans notre armée de métier. Un certain nombre alors j'ai plus ça de mémoire, mais un grand nombre de postes, entre guillemets, qui ne sont pas pourvus, comme d'ailleurs dans le privé. Donc on a des vrais défis. Ne rajoutons pas, ne faisons pas peser sur l'armée, en plus, nos déficits éducatifs et nos problèmes sociaux, quoi. Alors, il nous reste 5 minutes, Stéphane de Sadier-Dupin. Je voulais vous entendre sur la politique intérieure, avec aujourd'hui toujours une situation très tendue, beaucoup on va dire beaucoup de tensions entre la droite et la gauche. Les discussions reprennent au Parlement sur des questions, et là aussi, tenez, ça nous ramène encore aux questions militaires, aux questions de budget. On entend déjà la petite musique de la dissolution qui revient, peut-être d'une motion de censure. Est-ce que finalement on repasse les plats ? On est tous conscients de ce qu'on vient d'évoquer auparavant, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre un petit peu en... Ce que je veux dire, c'est que au regard de l'histoire qui va vite, parce qu'on vit un moment d'accélération de l'histoire, comme certains d'entre nous peuvent le vivre au moment de la chute du mur de Berlin, le surplace de la vie politique française est absolument dramatique, quoi. Ce qui est certain, c'est qu'il faut retrouver le goût du débat parlementaire, c'est-à-dire arrêter avec ces noms d'oiseaux, arrêter avec ces postures qui visent à pour les uns à préparer la révolution, pour les autres à préparer leur arrivée annoncée au pouvoir depuis 20 ans, et se poser la question de maintenant. De ici et maintenant, quoi. Comment est-ce qu'on avance ? Nos concitoyens sont écœurés. Quand vous discutez avec les gens sur le marché, à l'occasion de manifestations, et qu'ils évoquent le sujet, ils sont littéralement écœurés de la façon dont cela se passe. Est-ce que cette majorité relative, elle est durable ? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a une dissolution ou des élections, on se retrouvera avec une nouvelle majorité relative? C'est possible. Certains disent c'est probable. Il y a l'ouvrage de Benjamin Morel qui est très bien fait là-dessus. Donc, il y a un moment, il va falloir retrouver le goût du compromis, le fait de faire avancer un certain nombre de choses ensemble, bien qu'on ait des différences. Moi, au Parlement européen, ça se vit, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de majorité absolue. Il y a une majorité relative. Aujourd'hui, c'est le groupe du Parti populaire européen qui est en tête. Mais derrière, vous avez les sociaux-démocrates, la gauche, les conservateurs réformistes. Voilà. Et tout le processus, tout le cheminement vise à arriver à un compromis dans le rapport de force, parce que c'est la vie. Mais à un compromis quand même. Donc là, il faut qu'on retrouve le goût de la vie parlementaire. Et moi, je crains énormément qu'on ait perdu en termes de compétences dans ce domaine-là et en termes d'envie. Un dernier mot. Il y aura un changement de président chez LR. Ça ne vous a pas échappé. J'ai envie de vous demander si vous soutenez plutôt Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau. Alors, je ne vais pas répondre à votre question. Comme ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas pris de position dans cette affaire. Ce que je sais, c'est que dans notre pays, il y a une place pour une formation politique qui veut qu'on arrête de toucher en permanence aux sujets sociétaux, mais qui veulent qu'on retrouve une force économique, une puissance en termes de défense, qu'on retrouve le goût du progrès, le goût de la science, qu'on retrouve la fierté d'être français. Et quand je dis la fierté d'être français, c'est pas un nationalisme bête et idiot. C'est simplement se lever ce matin et se dire que quand le coq chante, ben voilà, on a un petit moment de fierté. Le devoir de ma formation politique, c'est d'être sur ce champ. C'est-à-dire retrouver de l'indépendance en termes budgétaires, retrouver du développement économique et donc de la liberté, redonner aux familles la capacité d'avoir un logement et de développer leur propre projet, c'est-à-dire de la liberté, et peut-être arrêter de faire un certain nombre de choses que personne n'attend. Stéphane de Sadier-Dupin, conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor, mais également attaché parlementaire auprès d'Isabelle Le Callennec au Parlement européen. Vous étiez avec nous ce matin, vous n'avez pas répondu à ma question, mais je vous la reposerai, c'est promis. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Merci à toute l'équipe. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.